Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Alexis Cossette-Trudel et à ce moment-ci de ma vie, je fais de l'information sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Super. Donc, parle-moi un peu de toi. Où es-tu né? D'où viens-tu? Alors, je suis né à Cuba en 1972. Mes parents étaient des felkistes bien connus au Québec. Ils sont allés en exil dans les années 70 à Cuba. Je suis né là-bas. On a vécu par la suite un peu en France et juste avant de revenir au Québec, je suis revenu ici à 6 ans. Mes parents ont eu leur procès ici. Ils ont passé quelques temps, 8 mois en prison. J'ai été gardé par ma tante. Après ça, bon, j'ai eu un parcours normal. J'ai eu une enfance normale. Je me suis passionné à l'adolescence, je me suis passionné de philosophie asiatique. J'ai fait des voyages en Inde. Je voulais rentrer au Tibet, mais le Tibet était occupé par la Chine à ce moment-là. Alors je suis resté en Inde. J'ai lâché l'école pour ça. Et puis après ça, quand le goût m'est passé, je suis retourné à l'école. J'ai continué jusqu'au doctorat. Donc j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, surtout en études stratégiques. J'ai étudié notamment tous les nouveaux concepts de guerre de l'information, conflits stratégiques informationnels. C'est un peu de ça que je fais aussi sur Internet. Après ça, j'ai fait un stage à la chaire Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques. Pour continuer après ça au doctorat en sciences des religions, mais c'est pas tant de la religion que j'ai fait que de la philosophie du langage. Donc j'ai étudié la capacité du langage à parler de concepts métaphysiques, donc de trucs qui dépassent la réalité. Le langage est un médium conventionnel et alors s'il est un médium conventionnel qui repose sur les conventions, comment peut-il décrire des réalités extraordinaires, qui sortent des conventions? On a postulé au 20e siècle que c'était pas possible et donc tout le langage philosophique religieux de l'Occident était du non-sens. Moi, j'ai essayé de réconcilier ça. Par la suite, à la fin de mon doctorat, je me suis intéressé un peu à la sémiologie et donc j'ai continué avec un deuxième doctorat en sémiologie. J'ai regardé où se donnaient les doctorats en sémiologie. Il y avait à Bologne, en Italie, sous Umberto Eco. Il y avait à Brasilia. Et puis il y avait aussi à l'UQAM. Alors j'ai décidé de le faire à l'UQAM puisque c'était pas trop loin de la maison et puis j'avais un enfant. Alors j'ai commencé un deuxième doctorat. Je me suis rendu jusqu'à l'examen doctoral que j'ai passé en 2018. J'étais en rédaction de thèse et là j'ai reçu un courriel de l'UQAM qui m'indiquait que j'avais oublié de m'inscrire. Alors ça s'est arrêté là pour l'instant. Je suis dans le dernier droit, je vais peut-être le recommencer. Mais après ça, il y a eu j'ai été candidat pour Citoyen au pouvoir, j'ai fait un petit peu de politique à la demande de Stéphane Blais. Puis par la suite, Radio-Québec a commencé à prendre énormément de mon temps. Là, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer les études de toute façon. Alors, pour l'instant, le deuxième doctorat est en pause. Je suis pris à temps plein là, par mes activités de communication. Tu l'as mentionné un peu là, avant de sauter dans ce que tu fais. Tu as quand même fait un peu de politique. Je pense que tu as aussi été au Parti québécois. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un peu un héritage de tes parents d'avoir comme une conscience politique? Oui, mais c'est ça. Assez jeune, surtout avec mon père. J'étais avec mon père longtemps et on parlait de politique à la maison. La politique était assez présente et c'est ça. C'est probablement ça. J'ai été politisé assez jeune. C'est la raison pour laquelle je me suis impliqué au Parti québécois. De 1996 à 2000, j'ai été je suis devenu président du Comité national des jeunes du Parti québécois, pas pour longtemps. 2 mois de mon élection jusqu'au congrès de 2000. Et là, au congrès de 2000 du Parti québécois, je me suis rendu compte qu'à la fin du congrès, qu'il n'y avait aucun plan pour la souveraineté, qu'on nous avait mené un peu en bateau. Là. On avait mobilisé les militants pour le vote de confiance de Lucien Bouchard. Et lorsqu'il a obtenu son vote de confiance, eh bien, ça s'est arrêté là. Il n'y avait plus rien. Après, il n'y avait pas de plan de démarche pour la souveraineté. On nous présentait le congrès comme le tremplin vers la souveraineté. Puis finalement, c'était rien de ça à la fin. Et donc, il n'y avait plus vraiment d'intérêt à continuer. Puis il y avait aussi beaucoup de dissensions à l'intérieur du Comité national des jeunes. Donc, au lieu de m'accrocher au pouvoir, j'ai laissé ça là. Et puis là, j'ai eu une pause de 20 ans en politique jusqu'à temps que Stéphane Blais me dise ben là, vous avez-tu intéressé à te présenter dans ta circonscription pour se voir? J'ai accepté, mais c'était pas nécessairement pour faire de la politique. On n'avait pas de prétention à prendre le pouvoir, quoi que ce soit. Je l'ai fait pour Stéphane.
Ben là, je voulais te parler de Stéphane tantôt, mais c'est quoi ton lien avec Stéphane? Comment tu connais Stéphane Blais? En fait, je l'ai entendu parler lors d'une conférence. Stéphane Blais. Dis-moi comment tu connais Stéphane Blais. Alors, Stéphane Blais, je l'ai entendu parler dans une conférence en 2017. Il disait des choses qui m'ont frappé. Il a obtenu mon respect assez rapidement, c'est-à-dire il parlait de corruption, de paradis fiscaux, de la façon dont la démocratie est dévoyée. Et donc, il m'a marqué lors de cette conférence-là, et par la suite, on a eu des contacts, et finalement, il m'a demandé de faire partie de l'équipe des citoyens au pouvoir, et c'est comme ça que j'ai accepté. Nos liens se sont resserrés par la suite, mais voilà, on pourrait dire que c'est un ami. Ouais. Okay. Bon, je reviendrai à Stéphane après, parce que quand même, il y a la fondation qui a pris pas mal, qui a quand même le vent dans les voiles. Alors, c'est quoi Radio-Québec? C'est bizarre, c'est la première fois qu'on me pose la question. Radio-Québec, c'est un... Au début, c'était pas Radio-Québec. Quand j'ai commencé Radio-Québec, c'était pas Radio-Québec, c'était simplement des vidéos sur YouTube. J'ai commencé parce que je me suis rendu compte avec la campagne présidentielle de 2016 que les médias sociaux, j'ai pris acte de la puissance des médias sociaux pour l'élection de Donald Trump en 2016. Moi, j'étais surtout dans l'écrit. J'avais écrit plusieurs articles pour Le Devoir. J'étais plus du côté intellectuel, écrit. Mais là, je me suis rendu compte que les vidéos et les médias sociaux avaient une plus grande portée. Et moi, j'ai toujours voulu, ça a été une préoccupation à travers ma vie de parler plus aux gens qu'à une petite élite. Par exemple, lorsqu'on est à l'université, les gens ont beaucoup tendance à écrire des articles scientifiques qui sont lus par une centaine de personnes. Et pour monter le curriculum vitae, moi, j'ai jamais pris la peine d'écrire ces articles-là scientifiques. J'ai toujours préféré écrire dans Le Devoir, par exemple. Donc, j'avais toujours cette préoccupation de parler au plus grand nombre. Et là, j'ai fait le saut, c'est-à-dire de l'écrit du devoir aux vidéos qui ont un potentiel plus grand de viralité, mais je ne me serais jamais attendu à avoir un succès comme celui qu'on a eu. Donc, au début, les premières vidéos, c'était pour briser la gêne. C'est vraiment ça, parce que je suis, ça n'a pas l'air, mais je suis le gars le plus gêné à la famille. Dans les photos de famille, là, je suis toujours celui qui se cache. Ma mère n'a aucune photo de moi. Je suis toujours le gars qui se rentre la tête à la dernière minute pour éviter la photo. Quand j'étais au Parti québécois, au Comité national des jeunes, j'avais la hantise d'aller au micro, je veux dire, pour défendre mes positions. Et quand j'allais au micro, c'était toujours catastrophique. Je tremblais. Donc, il y a eu... c'est comme quelqu'un qui a un problème de bégaiement puis qui fait des efforts pour briser son handicap. Alors, c'est comme ça que les vidéos ont commencé. Et par la suite, là, il y a des sujets très intéressants en politique américaine. Je me rendais compte que les médias ici ne couvraient pas certains... Il y avait une unanimité dans les médias. Il y a plein de sujets d'angle au sujet de la politique américaine qui n'étaient pas abordés. Et étant donné que moi, j'avais une formation là-dedans, notamment j'avais fait une maîtrise en études stratégiques, c'est en relations internationales, sciences politiques, relations internationales, mais avec une spécialisation en études stratégiques. Je connaissais bien la politique des États-Unis et c'était juste pas couvert ici au Québec. Alors, il y avait comme un créneau pour ce genre de communication, d'analyse, et je l'ai occupé. Et là, les gens, notamment la politique de Donald Trump, les gens ont commencé à se poser des questions. Ah oui, c'est intéressant, on ne dit jamais ça dans les médias et tout ça. Et donc, je donnais comme un peu l'envers de la médaille de la version médiatique. Et c'est comme ça que la chaîne a commencé. Mais c'est pas juste ça. On a traité après ça de différents sujets. Généralement, mes thèmes de prédilection sont la politique américaine, la géopolitique internationale et un petit peu, mais là, surtout avec le COVID, là, ce qui se passe ici au Québec avec la pandémie, l'épidémie, je devrais dire. Parle-moi un peu de ton premier vidéo. À vie, c'est intéressant que tu me dis que tu es quelqu'un qui était à l'écrit, que tu es gêné, puis là, soudainement, tu te mets à la caméra. Tu te mets à la caméra pour parler de quoi? Le premier vidéo, c'était. Je pense que je pourrais vous le montrer. Je pense qu'il s'intitulait L'impuissance systémique des institutions. Et c'était suite à l'événement du chemin Roxham en 2017. Et là, il y avait l'ouverture du chemin Roxham. Et là, il y avait comme une espèce d'entourloupe dans les voies d'immigration et tout le monde rentrait par là.
Et là, il y avait eu, ça avait été comme une crise à l'époque, à l'été 2017, tout le monde se demandait comment ça se fait que les gouvernements peuvent rien faire. Tous les partis étaient unanimes, on peut rien faire, et là, ça rentrait, et puis là, on parlait d'ouvrir le stade olympique, et là, j'ai parlé, je veux dire, de l'impuissance de nos politiciens, c'est-à-dire qu'ils sont liés par des traités internationaux, ils sont redevables à des intérêts technocratiques, et donc, au final, avec tous les traités qui sont signés, les panels et les institutions mondialistes, les peuples ont perdu le contrôle sur leurs représentants. Donc, c'est une vidéo, je pense, de 4 ou 5 minutes où est-ce que je disais qu'on avait perdu le contrôle sur nos politiciens, qu'on n'était plus nécessairement en démocratie, qui rendait plus de compte, je veux dire, à des instances internationales technocratiques qu'à ceux qui les ont élus. Donc, on a parlé à des experts en France, puis c'est drôle, ton nom est revenu assez souvent. Tu es comme devenu une genre de célébrité en France, même avant la pandémie. Et tu es surtout connu pour tes prises de position sur le mouvement QAnon. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux me parler un petit peu? Oui, mais c'est ça, c'est en lien avec la politique américaine, justement, et ça tombe bien, ça tombe dans les cordes, parce que, comme j'ai dit, j'ai une formation en guerre de l'information. Excuse, avant de peux-tu me dire, comme j'ai beaucoup parlé de QAnon, je ne sais pas, si tu peux me contextualiser, je suis désolé. Non, excuse-toi. Je te repose. Donc, en parlant à différents partis, on a souvent entendu dire ton nom comme étant un peu la figure de proue pré-pandémie du mouvement QAnon dans la francophonie, en fait. Ouais. Peux-tu me dire un peu qu'est-ce que c'est QAnon, puis comment ça se fait que toi, tu t'y étais intéressé? Ben, QAnon, c'est une opération de l'intelligence militaire américaine. C'est ce que pratiquement 100% des gens qui adhèrent au mouvement vont vous répéter. C'est une opération qui a été mise sur pied fort probablement, on ne sait pas exactement, mais fort probablement par le général Mike Flynn, qui était le chef du Defense Intelligence Agency au Pentagone, donc l'intelligence militaire américaine. Donc l'intelligence militaire américaine a développé des théories que j'ai étudiées là, dans les années 2000 sur ce qu'on appelle le military memetics, la guerre de l'information, les mimes, la façon de propager les idées au sein d'une population, d'utiliser toutes sortes de techniques d'information pour obtenir des résultats psychologiques. Et le général Mike Flynn a été un des premiers appuis de Donald Trump, donc celui qui était le maître d'œuvre de ces opérations d'information de l'intelligence militaire américaine et est venu appuyer Donald Trump. Là, ils se sont rendus compte qu'avec Donald Trump, qui est un président hors norme, qu'ils allaient faire face à au barrage médiatique, possiblement à la censure médiatique, au filtre déformant des médias. Alors, ils ont utilisé une double stratégie, une stratégie à deux volets, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé notamment le Twitter du président pour parler directement à sa base, mais pas que, ils ont aussi mis sur pied cette opération, l'opération QAnon, afin de parler directement, contourner les médias, parler directement à la base du président et informer sur des sites où est-ce qu'il est impossible de censurer, c'est-à-dire que c'est 8chan maintenant, 8kun, c'est des sites où est-ce qu'on peut publier des trucs et il n'y a pas de modérateur, tout le monde peut publier, donc souvent les gens font des critiques à QAnon, mais dans les messages de QAnon, il y a, je veux dire, les messages sont ce qu'ils sont, mais par ailleurs, il y a des personnes, des détracteurs de QAnon qui viennent publier en réponse aux messages des trucs, ils publient de la pornographie ou des messages racistes, etc. Donc, des fois, il y a des sites qui attribuent ça à QAnon, mais les messages de QAnon ne parlent pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est le Far West. Le Far West de l'Internet, et c'est justement parce qu'on ne peut pas censurer les messages que l'intelligence militaire a commencé à publier là. Donc, pour nous informer des actions réelles du président, de ce qui se tramait en coulisses, parce que le président a mis une stratégie, a mis en branle une stratégie à la Sun Tzu lors de la guerre, c'est-à-dire d'avoir l'air idiot alors qu'il est en contrôle du jeu, avoir l'air faible alors qu'il mène des opérations en coulisses, avoir l'air assiégé alors que c'est lui qui a l'initiative. C'est selon les principes de l'art de la guerre. Donc, si on met en œuvre des principes de Sun Tzu lors de la guerre, on va nécessairement piéger les médias, mais le problème, c'est qu'on va potentiellement aussi piéger son propre électorat dans ces opérations de communication-là. Alors, ça prenait un conduit d'information pour informer la base de ce qui se passait réellement, notamment, par exemple, avec Mueller, avec Kim Jong-un, alors que
oui, cette idée que Trump est un agent russe, eh bien, je ne veux pas rentrer dans les détails de toute l'opération, mais finalement, Trump a enlevé cette histoire, enlevé au FBI cette enquête sur, enlevé des mains du FBI l'enquête sur la collusion avec la Russie et l'a placé dans les mains de Robert Mueller. Et ce qu'on a appris avec QAnon, c'est que Robert Mueller travaillait en fait pour Donald Trump. C'est-à-dire que c'est Trump qui l'avait mis en place. Trump a rencontré Robert Mueller un jour avant sa nomination. C'était une rencontre secrète. On n'en a pas entendu parler. C'est sorti un mois après. Et quand Trump a dû s'en défendre, il a dit que c'était pour voir s'il était éligible comme chef du FBI. Mais il n'était pas éligible parce qu'il avait déjà fait un mandat de 10 ans. Alors, c'était réellement pour s'entretenir avec Robert Mueller, pour le nommer Special Counsel, et de convenir avec lui de l'issue de toute cette enquête sur la Russie. Donc, c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a appris avec QAnon que Trump n'a jamais été embêté par Robert Mueller. Et les gens qui suivaient QAnon, la base de Trump qui suivait QAnon, pouvaient dormir sur ses deux oreilles, alors que dans les médias, on paniquait, tout le monde disait les taux se resserrent sur Trump, Mueller va accuser Trump, le rapport va être dévastateur, etc. Tous nous qui étudions QAnon sur 8chan, on était rassurés. J'ai fait des vidéos où est-ce que j'annonçais déjà le résultat de l'enquête. Un an à l'avance, je dis il ne va rien se passer. Robert Mueller ne va rien trouver sur Trump. J'ai refait une deuxième vidéo, Trumpologie 101, où est-ce que j'ai, un mois avant le dépôt du rapport, j'ai dit le rapport ne va rien produire contre Donald Trump. Les gens me traitaient de fou. Il y a eu des paris qui ont été pris avec moi. Finalement, j'ai tout gagné. Même chose avec Kim Jong-un, c'est-à-dire que alors que les journalistes nous disaient que c'était le début de la Troisième Guerre mondiale, il y avait une montée des tensions dans la mer du Japon, en Asie, etc. Les bombardiers étaient envoyés et tout ça. Moi, je disais, non, gars, vous avez en train de négocier avec Kim Jong-un, ils vont se serrer la main éventuellement, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, même chose avec Soleimani, il y a eu la frappe sur Soleimani. J'ai dit non, c'est convenu à l'avance. Et tout le monde disait que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran. J'ai dit non, c'est convenu à l'avance. Donc, QAnon a permis à la base de Trump de comprendre les motivations, c'est-à-dire le code Trump, le jeu du président, le double jeu, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose face aux médias, il y a une façon d'agir et de se présenter aux médias qui n'est pas sa façon réelle d'opérer. Il opère en coulisses. Ça nous a permis de comprendre le jeu de Trump en coulisses. Qui est Q? Qui est Q? En fait, c'est pas important de savoir qui est Q, puisque l'idée, c'est justement d'éviter la personne. On va recommencer ça. Oui, attends, je vais juste checker où est-ce qu'on va. Alors, qui est Q? C'est pas important de savoir qui est Q parce que justement, l'objectif de QAnon, c'est d'éviter la personnification, la personnalisation de l'information. Lorsqu'il y a une personne qui porte un message, on peut attaquer le messager afin de discréditer l'information. Mais là, c'est justement l'objectif est d'éviter ce genre d'opération, d'éviter d'attaquer le messager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de messager, il n'y a qu'un message. Et donc, c'est pas important de savoir qui exactement tient le cellulaire. Moi, j'ai pensé pendant longtemps que c'était John Kelly, le chef de cabinet de Donald Trump, puisque Q n'a pas arrêté de publier des photos dans le bureau ovale, de l'arcade sourcilière du président, très près du stylo présidentiel, de publier des photos à bord d'Air Force One. Et donc, c'était quelqu'un qui était très près du président. Et certaines des photos qui ont été prises à certains endroits, par exemple à Camp David, lors de son voyage en Asie en 2017, etc. Et donc, la seule personne qui était présente à tous ces événements, c'était John Kelly. Là, j'ai postulé que c'était John Kelly, mais encore une fois, c'est pas important de savoir qui tient le cellulaire pour publier les messages de QAnon. C'est une entreprise de l'intelligence militaire américaine, et donc il y a comme énormément d'effectifs qui sont consacrés à ça. Les services de renseignement, la NSA participe aussi. Ces informations-là sont colligées par l'intelligence militaire, sont données à Trump. Une partie de ces informations-là sont transmises aussi de façon, sous la méthode socratique, sur les sites 8chan et Twin. Alors, donc, dernière question sur QAnon, parce qu'après on va passer au maintenant, mais quand on est allé à des manifs, il y a beaucoup de gens qui ont des signes qui parlent de pédophilie, des choses comme ça. Donc, dans le contexte de cette mouvance, c'est quoi je ne peux pas dire c'est quoi le rapport, mais c'est quoi exactement le lien entre les pédophiles et QAnon?
Bien, c'est parce que ça va dans le sens du message de Trump. Est-ce que on va reprendre ça? Regarde, je vais peut-être poser la question. Il faut que je recontextualise. En ce qui concerne le mouvement QAnon, qui sont les pédosataniques, c'est quoi exactement la mouvance pédosatanique? Alors, toute cette question-là de pédosatanisme, en fait, il y a un lien avec toute cette idée de vider le marais par Donald Trump, hein, drain the swamp. Et donc, c'est parce que ce qui est allégué, c'est que la pédophilie est la façon dont plusieurs des politiciens sont tenus aux États-Unis. On les fait chanter avec des histoires de pédophilie, etc. Et on en a un exemple, par exemple, avec Jeffrey Epstein, l'arrestation de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, avec son île dans les Bahamas, c'était une opération de chantage politique. Donc, des politiciens, en fait, le gratin politico-médiatique était, on ne sait pas exactement qui, là, on suppose que, on sait que le département de la justice a les noms et que des personnes comme la fille de Nancy Pelosi a tweeté à sa base démocrate il allait falloir s'attendre à ce que certains de nos politiciens préférés tombent avec cette idée, avec cette histoire de Jeffrey Epstein. Mais donc, c'est ça, c'est que le gratin politico-médiatique était invité sur l'île d'Epstein et il y avait là, des actes de pédophilie qui étaient performés dans l'avion aussi de Jeffrey Epstein, l'avion qu'on a appelé le Lolita Express. Et tout ça était filmé par Jeffrey Epstein. Et donc, on était en mesure de contrôler les politiciens avec des vidéos de l'évidence de leurs crimes. C'est une tactique vieille comme le monde, ça, tenir des politiciens, des juges, des journalistes, avec des histoires de pédophilie ou des histoires sordides, ou des pots de vin qui ont été acceptés. Vous comprenez? C'est comme ça que la corruption fonctionne. Et donc, toute cette histoire de vider le marais entre en conflit avec les histoires de pédophilie. Si tu veux réellement vider le marais, faire cesser la corruption aux États-Unis, on doit se débarrasser de ces réseaux-là qui tiennent les politiciens avec des histoires de pots de vin, de pédophilie, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Radio-Québec pendant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé pour Radio-Québec pendant la pandémie? C'est-à-dire, ma question, c'est, je veux dire, entre février et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, à toi, puis avec ton site Radio-Québec? Qu'est-ce qui s'est passé avec Radio-Québec pendant la pandémie? Décris-moi les 8 derniers mois. Je suis en train de répéter pourquoi. Vas-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Radio-Québec depuis le début de la pandémie? Eh bien, ça a explosé, c'est-à-dire qu'on a fait, avec l'épidémie de COVID, exactement ce qu'on avait fait avec la politique américaine, c'est-à-dire qu'on a montré l'envers de la médaille, on a commencé à corriger des informations qui étaient disponibles publiquement, mais qui n'étaient jamais rapportées par les médias. Par exemple, lorsque Horacio Arruda a dit qu'il y avait de toute façon, quoi qu'on fasse, 1000 morts qui survenaient par mois dans les CHSLD, et puis par la suite, il y a François Legault qui dit cette année, on a, par principe de précaution, rentré tous les morts dans le COVID. Par principe de précaution, ça nous amène, déjà, il y a Anguille sous roche. Ouais, c'est des clips qui n'ont pas été montrés par les journalistes. Alors, ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a ramassé ces clips-là qui étaient disponibles publiquement, qui n'étaient jamais présentés par les journalistes, et on a commencé à se poser des questions, à creuser le sujet. Et là, je veux dire, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait du gonflement de chiffres, des statistiques gonflées artificiellement, par exemple, quand Arruda nous dit qu'il utilise le principe du lien épidémiologique pour classer les décès, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un meurt du COVID, toutes les personnes qui ont été en contact avec lui sont présumées elles aussi mortes du COVID. On sait qu'en France, la France a utilisé le lien épidémiologique, l'Allemagne ne l'a pas fait. La France a quelque chose comme 5-6 fois plus de décès, je ne connais pas le chiffre exact, mais 5-6 fois plus de décès que l'Allemagne. C'est-à-dire qu'avec le principe du lien épidémiologique, on rentre énormément de décès qui ne devraient pas avoir lieu dans la catégorie COVID. On a des clips, par exemple, des autorités sanitaires de l'Illinois qui disent que même si tu es cancer, phase terminale, si tu as testé positif au COVID, tu vas rentrer sur ton certificat de décès, ça va être marqué mort du COVID. Alors, on s'est rendu compte que les morts du COVID n'étaient pas nécessairement morts du COVID, mais étaient plutôt morts avec le COVID. On a continué à gratter les chiffres. Le Arruda italien, Walter Riccardelli, a dit qu'en fait, quand on regardait les chiffres, les certificats de décès, on se rendait compte que seulement 12%
des décès en Italie étaient effectivement morts du COVID, le reste c'était de la comorbidité. Même chose aux États-Unis, le CDC, il y a à peu près un mois, a publié les chiffres, il y avait 6% de morts du COVID, le reste c'était de la comorbidité. Alors, il y a eu de l'enflure statistique de la part des gouvernements et des médias, et nous autres, on a fait le travail, c'est ça qui n'a pas été fait ailleurs. On a été corriger les sources officielles dans les médias. Il n'y a pas eu beaucoup de spéculation sur, en tout cas en ce qui concerne les morts, là, et on a présenté ça aux auditeurs de Radio-Québec. Et là, beaucoup d'entre eux nous ont dit « Ah, tu nous soulages beaucoup parce que les médias avaient créé un climat anxiogène avec la pandémie, comme si c'était extrêmement dangereux. » Et nous, on postulait depuis le début que c'était plus quelque chose de l'ordre de la grippe. Ça a été confirmé par le docteur Rosenberg récemment, par plusieurs labos de recherche, par la santé publique au Québec. Alors c'est ça, donc on a fait essentiellement le travail que les médias n'ont pas fait. En France, on a beaucoup de diversité d'opinions sur les plateaux. On entend des personnes comme le professeur Toussaint, Touliana, Raoul Perron, etc., exprimer leurs opinions sur les plateaux de télévision. Au Québec, il n'y a pas ça du tout. Et ça manque. Et c'est pour ça qu'il y avait une soif d'information, je ne veux pas dire une soif de pluralité d'opinion pour se faire une idée. C'est pour ça qu'on a eu du succès. Qui sont tes auditeurs et pourquoi tu penses que tu as gagné des auditeurs pendant la pandémie? Les auditeurs, en fait, viennent vraiment de partout. Ça vient des 4 coins du globe, beaucoup du Québec. On sait pas ce que sur YouTube, on a regardé les statistiques, à peu près la moitié de nos auditeurs qui viennent de la France. Ils viennent de tous les horizons. On a des personnes de toutes les cultures, de toutes les religions. Si on regarde les noms, c'est difficile de juger, mais c'est vraiment diversifié. Ça ressemble beaucoup à la composition de la société. Quand je regarde les noms, là, je vois pas de... Mais je ne sais pas comment les décrire. Mais pourquoi? Pourquoi ils se tournent vers toi? Pourquoi ils se tournent vers nous? Ce qu'on dit beaucoup, ce qu'on dit, c'est que, premièrement, les informations qu'on donne sont pertinentes. On aime aussi ma sincérité. C'est ce que j'ai entendu lorsque je me suis présenté dans les manifestations. C'est-à-dire, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est là pour tromper les gens. Quand on fait une erreur, on s'excuse, on se rétracte. Alors que souvent, les médias, on donne cette impression de pousser un narratif, c'est-à-dire d'avoir un agenda et d'avoir un petit côté malhonnête, essayer de spinner les gens. Nous, c'est sûr qu'on a une position sur les choses, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une authenticité à Radio-Québec qu'on ne retrouve pas chez les médias. On est un petit peu plus naturel, on fait des blagues des fois, il y a de l'émotion dans nos web-journaux. Je me permets de rire, des fois je me fâche. Quand je me fâche, on utilise mes propos contre moi. Je sais que des fois, je me suis fâché, que les gens ont gardé les captures d'écran, et puis ça fait le tour du web quand je me fâche, mais c'est ça, il y a un côté un petit peu plus authentique qui vient rejoindre les gens. Alors, tu n'es pas le seul aussi qui a eu comme un gagnant en popularité. Est-ce que ça va? Oui. Ça va bien, ça se passe bien. Tu n'es pas le seul qui a gagné en popularité pendant la pandémie. Il y a d'autres sites aussi, je pense à Théovox, Blais avec la Fondation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand même, la majorité des gens qui gagnent en popularité viennent de différents milieux. Ouais. C'est pas tout le monde. Qu'est-ce qui vous rassemble en fait? Qu'est-ce qui vous rassemble dans ce moment-ci présent? C'est ce que j'ai expliqué à diverses reprises. C'est-à-dire que ce qui nous rassemble, c'est que le virus s'applique également à tout le monde. Et on va dire, les mensonges sur la COVID s'appliquent également à tout le monde. C'est-à-dire que le fait de vouloir faire porter des masques à nos enfants, ça touche toutes les classes sociales, les gens de tous les horizons de vue, anglophones, francophones, je veux dire, les gens de tous les horizons sont touchés. Donc, les gens qui se questionnent sont tous touchés également par les mesures gouvernementales. C'est ça qui nous rassemble, c'est que le gouvernement, avec cette menace du COVID, a réussi à créer ce que j'ai appelé l'union sacrée du peuple, qui ne cesse de grossir. Il a réussi à unifier les gens par-delà les races, les religions, les langues, etc. On a des gens, on a des contacts au Canada. Et c'est ça peut-être qui leur fait peur. Fait que dans les médias, j'ai 2 questions. Alors, on va retourner aux médias. J'ai aussi des questions que j'avais écrites, fait que je vais jeter un coup d'œil. Mais alors, tu te fais souvent traiter de complotiste.
Ça semble être le nom que les médias traditionnels ont adopté. C'est quoi un complotiste? Puis est-ce que tu te vois comme un complotiste? Non. Ben, vous savez, complotiste, c'est un terme qui a été utilisé lors de la commission Warren dans les années 70 aux États-Unis, dans les années 60 aux États-Unis, pour discréditer ceux qui questionnaient le narratif officiel de l'assassinat de John F. Kennedy, c'est-à-dire une balle, un tireur, une balle, etc. Tout le monde qui remettait les conclusions de la commission Warren en doute, en cause, c'est une opération de la CIA afin de discréditer ces personnes-là. Donc, ça, c'est un fait connu, c'est documenté. Mais par la suite, donc, c'est ça, on utilise l'expression complotiste pour quelqu'un qui fait des liens indus entre deux événements. Évidemment, moi, je pense pas que je suis rendu là. On rentre tout le monde dans le même panier des complotistes, c'est-à-dire qu'on rentre les gens qui croient aux reptiliens, à la 5G, la Terre plate, etc. Et donc, c'est une façon de faire des amalgames indus entre les gens qui se posent des questions. Moi, je dirais qu'on est plutôt des sceptiques. Et il me semblait que, en fait, c'était le travail des médias d'être sceptiques traditionnellement de la version gouvernementale. Les gouvernements ont toujours intérêt à manipuler, à donner une version différente de la réalité, de ce qui est, afin d'obtenir des objectifs politiques. Et c'était le travail des médias traditionnellement de questionner. Et là, on se rend compte que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que les médias sont là pour faire appliquer les mesures gouvernementales à la population. Et là, tous ceux qui questionnent, qui se questionnent sainement, les gens qui sont sceptiques de certaines versions, certaines déclarations du gouvernement, se font traiter de complotistes. Et donc, c'est un système qui vise à instaurer la pensée unique et à détruire toute forme de réflexion critique et de pensée indépendante. C'est à ça que ça mène le complotisme. Si on met en doute la version gouvernementale médiatique, on rentre automatiquement dans la catégorie complotiste, alors que ça tue la démocratie, ça tue la réflexion critique, ça tue en fait tous les fondements sur lesquels l'Occident a été construit depuis les Lumières. Pourquoi tu penses que les gens qui te suivent ont perdu confiance dans les médias traditionnels? Ah, ben je veux dire, c'est parce qu'on les a pris à mentir à une couple de reprises. Là, je veux dire, Je vais la reposer. Est-ce que tu penses que les gens qui te suivent ont perdu confiance dans les médias traditionnels? Oui, je pense. D'une certaine façon, les gens ont perdu confiance dans les médias traditionnels parce qu'on les prend à mentir à plusieurs reprises, là, je veux dire, à pousser. On se rend compte qu'ils ont un agenda, qu'ils poussent un narratif, il y a une unanimité et souvent quand on présente des faits contradictoires, des faits qui démontrent leur narratif, leur trame narrative, ils ne se rétractent pas. Il y a une critique des médias sur Internet et c'est ça, il y a une perte de confiance parce que c'est... On va recommencer ça. Vas-y, pourquoi il y a une perte de confiance? Ben c'est ça, il y a une perte de confiance parce qu'on se rend compte que les médias ont un agenda. Parce que les médias travaillent, semble-t-il, tous vers un but commun, en tout cas ici au Québec, défendre les politiciens qui sont partie prenante du processus politique, on pourrait dire. Qu'il y a une alliance médiatico-politique qui ne devrait pas être. C'est-à-dire que tout ça est bien coordonné, là, mais lors de moments clés, les médias vont appuyer le gouvernement lorsqu'il y a un narratif à pousser. Ils vont, surtout les questions mondialistes, normalement. On le voit ici au Québec sur Trump, sur le COVID, sur le réchauffement climatique, ils sont tous unanimes. Et quand ils vont systématiquement éviter d'inviter des experts qui contredisent leur position à l'antenne, ils vont discréditer toutes les personnes qui pensent différemment d'eux. Alors qu'on devrait avoir des débats sains et ouverts sur ces sujets-là, mais les médias empêchent ces débats sains et ouverts. On a remarqué beaucoup encore, là j'en reviens un petit peu à QAnon, mais je veux comme taille de note. C'est quoi le lien? Parce qu'il semblerait que de plus en plus, il y a de plus en plus d'adeptes au mouvement au Québec, surtout dans les manifs anti-masques. C'est quoi le lien entre QAnon et le mouvement anti-masque? Ça, je ne sais pas, honnêtement. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé de QAnon depuis le début de la pandémie. C'est pas... Tu peux-tu répéter? Excuse-moi. Non, c'est correct. Alors, c'est un niveau de complexité supplémentaire. Non, alors, pendant les manifs, on a remarqué que de plus en plus de gens qui se prononcent comme dans le mouvement QAnon,
C'est quoi le lien entre le mouvement QAnon et le mouvement anti-masque? Ouais, le lien entre le mouvement QAnon et le mouvement anti-masque, ben c'est pas un mouvement anti-masque, c'est un mouvement pro-libre choix du masque. Là. Moi, je le vois pas vraiment ce lien-là, c'est-à-dire que là, ici, on parle de politique sanitaire au Québec et QAnon, c'est plus quelque chose qui a trait à peut-être l'élection présidentielle américaine. C'est peut-être parce que il y a une élection très importante aux États-Unis et que certaines personnes pensent que la pandémie est utilisée pour faire mal à Donald Trump, hein, pour lui enlever ses chances, briser son élan, empêcher les rallyes, briser son économie, etc. Donc, il y a un lien entre la pandémie et Trump aussi, un lien politique, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour lui faire mal. Et ben, c'est peut-être ça le lien, mais en ce qui concerne la politique sanitaire au Québec, il n'y a pas de lien entre QAnon et les positions qui sont prises en tout cas par Radio-Québec en ce qui concerne la politique sanitaire au Québec. Puis, c'est assez intéressant. Donc, toi, tu vois un peu le mouvement le mouvement des choix du masque, je ne sais pas comment tu l'as appelé. Pour le libre choix du masque. Le libre choix du masque comme un mouvement un peu pro-Trump, dans le fond. Non. Non, non plus. Non. C'est pas... Non, je fais pas de lien, quand je fais mes vidéos, je fais pas de lien entre le masque et Trump. Okay. C'est pas connecté. Mais parce que moi, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des drapeaux Trump. Même moi, au début, j'étais genre, je comprends pas. Moi aussi, j'ai été surpris. Moi aussi, j'ai été surpris. Je sais que parmi mes amis, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est quoi cette affaire-là de drapeau américain dans les manifestations au Québec. Et là, je me suis fait prendre en photo avec quelques-uns d'entre eux. Je dis pas non, on prend des photos. C'est tout le monde qui veut prendre des photos, on prend des photos. Mais en ce qui concerne mon action personnelle, là, mon opposition à la politique du gouvernement Legault, il n'y a pas de lien direct. Je suis touché personnellement. Je veux pas me faire imposer un vaccin obligatoire. J'aimerais que mon fils se débarrasse du masque à l'école et ça n'a pas. Mes motivations n'ont pas de lien avec la politique américaine. OK. Quand on parle, alors il y a un autre groupe aussi qui a pris pas mal de place, c'est les religieux, les évangélistes. C'est quoi le lien selon toi, entre ces groupes-là comme Théovox et compagnie, puis même aux États-Unis, et le mouvement, ben là je dis le mouvement anti-masque, mais le... Ben, je veux dire, ils sont touchés au même titre que tout le monde, c'est-à-dire que si on regarde... Excuse-moi, peut-être dire en ce qui concerne les évangélistes. Ouais. En ce qui concerne les évangélistes, ben, je pense qu'ils sont juste touchés comme tout le monde. Ils représentent un pourcentage de la population. Je ne pense pas qu'ils soient surreprésentés dans le mouvement, mais ils ont une voix, comme tout le monde. S'il y avait, par exemple, des musulmans contre le masque, ils pourraient joindre à nous aussi. Eux autres, on parle de Théovox, avaient des capacités médiatiques, ils avaient une télévision, donc ils étaient sur le terrain avec leur micro. Ils ont un intérêt là-dedans, je pense comme tout le monde, mais je ne pense pas qu'ils aient une place démesurée, outre le fait qu'ils aient des capacités de communication. Je vais juste checker mes questions. Tu peux prendre une gorgée d'eau si tu veux. Ouais, tu veux-tu refill? Mais attends, vu que tu as le micro, Olivier, tu veux-tu lui bon, un petit peu partout sur Internet. Je m'informe un petit peu partout sur Internet. On va reprendre ça. Mes sources sont... Ouais. Alors, mes sources sont diverses. Je m'informe beaucoup sur Twitter. Je regarde ce qui se passe sur Twitter. Twitter, c'est un excellent moyen de s'informer puisque c'est comme avoir un attaché de presse. On s'abonne à différentes personnes, différentes sources d'information, des sources d'information officielles. Et là, on nous envoie, selon nos préférences, toute l'information qui est nécessaire. Mais je fouille le net. Mes abonnés, les amis Facebook, etc., nous envoient aussi énormément de sources. On regarde les sites de médias officiels sur Internet, la télévision française, etc., sur YouTube. Évidemment, c'est surtout sur Internet. Moi, j'ai plus le câble, on ne regarde plus la télévision. C'est ça. Il y a une pluralité des sources. On va lire des articles à gauche et à droite. Après ça, il faut faire le tri de ce qui est pertinent. Et c'est ça le gros problème, parce qu'il y a une quantité phénoménale d'informations. On n'a jamais été aussi autant bombardé d'informations que maintenant. Et tout l'art, c'est de faire le tri. Oui, on parle un peu d'infodémie. Hein. Est-ce que tu doutes des fois? Douter dans quel sens? Mais je sais pas, des fois, est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que j'ai une mauvaise journée des fois, oui. Non, mais est-ce que des fois, est-ce que tu doutes de des choses que tu lis? C'est-à-dire, à part, je veux dire, il y a tellement d'informations. Est-ce que toi-même, des fois, tu doutes? Bien, évidemment que je doute. Comment tu veux que je reformule ça?
comme ça? Ben, tu peux parler comme c'est une question plutôt ouverte. Tu sais, des fois, je sais pas, est-ce que toi-même, tu as tes propres remises en question? Oui. Ben, c'est sûr que je doute des fois. En fait, des fois, on saute sur une nouvelle. Rapidement, on présente ça à l'écran, et puis là, on a nos auditeurs qui nous envoient hey, c'est pas exactement ça, qui nous envoient une autre version, qui nous disent regarde plutôt tel truc. Et là, ça remet en perspective ce dont on vient de parler. Et là, on doit réajuster un peu le tir, et puis là, on se pose les questions est-ce que j'ai bien fait, ce segment-là? Est-ce que je suis sur la bonne voie au sujet de telle ou telle question de l'information? Oui, on doute certainement. Je pense que ça fait partie du processus de réflexion, même essentiel au processus de réflexion critique. Le doute est important. Oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de messages différents au niveau de. Tu sais, il y a eu la poursuite avec Radio-Canada. Nous autres, on a parlé aussi avec. La poursuite avec Radio-Canada? Ben, la poursuite avec le gouvernement qui inclut aussi Radio-Canada, c'est la fondation. Là, je sais pas, on en avait parlé avec. Non, c'est la poursuite, c'est Rocco Galati oui, qui a déposé un recours contre. C'est pas la fondation, c'est Rocco Galati qui a déposé une plainte contre Radio-Canada. Oui, mais Rocco Galati, maintenant, il représente la fondation pour le droit du peuple. Je sais pas s'il représente. Non, c'est pas tout à fait qu'il représente. En fait, c'est un peu compliqué là, faut sortir du truc, c'est que Rocco Galati, si tu veux, travaille avec Vaccine Choice. Mais il s'est affilié avec la fondation. Enfin, il s'est affilié. Disons que la fondation a financé une partie des honoraires de Rocco Galati, mais Rocco Galati dépose ses recours en Ontario. C'est pour l'Ontario et c'est dans le cadre de son pourvoi qu'il a déposé une injonction contre Radio-Canada, pour être précis. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis plutôt. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce qui serait. C'est quoi le but de tout ça, en fait? En fait, initialement, le but, c'était de mieux informer sur la politique américaine, les enjeux mondiaux, etc. Dans le cadre de la pandémie, mon objectif est assez simple, c'est la fin des mesures d'urgence. Parce que, selon nous et selon un nombre croissant de personnes, elles ne reposent sur rien de solide, elles ne sont pas justifiées. Alors, donc, un retour à la normale le plus rapidement possible. Et afin d'éviter que les mesures d'urgence et la peur qu'on a instillées dans la population soient utilisées afin de faire passer un certain nombre de dossiers politiques là, qui ne passeraient pas normalement si on était dans un climat politique normal. Puis, qu'est-ce que tu vas faire après? Non, mais non, mais c'est quoi comme les ambitions dans le sens où quand les choses reviennent à la normale, ça va être quoi ton nouveau combat? Tout le monde me pose la question, c'est quoi mes ambitions? Est-ce que j'ai des ambitions politiques, etc.? La réponse c'est non, je n'ai aucune ambition politique. Je trouve que j'ai pas de temps à moi là, présentement. Je suis déjà submergé de trucs à faire et là, j'imagine même pas qu'est-ce que ça serait aller en politique. Je veux pas de ce genre de vie-là. Moi, je veux une vie tranquille, c'est vraiment ça. Moi, j'aime faire un peu de méditation et tout, que je suis pas capable d'en faire. Alors, je voudrais passer le plus de temps sur le bord d'un lac à relaxer, en tout cas prendre plusieurs années sabbatiques si possible, après un retour à la normale. Je sais pas comment je vois pas comment ça peut arriver là, présentement, je ne vois pas comment je vais pouvoir y arriver, mais c'est ça l'objectif. C'est vraiment pas d'augmenter ma charge et d'aller en politique, c'est plutôt de me décharger puis d'aller passer du temps tranquillement sur le bord d'un lac. C'est dur parce que tu es comme devenu un peu une genre de célébrité là, dans le moment actuel. Est-ce que tu travailles ou c'est ça ton travail en ce moment? J'ai perdu mon emploi cet été justement à cause de mes activités sur les réseaux sociaux, mais bon, il y a eu une entente avec mon ancien employeur où est-ce que je ne discute pas de ces choses-là. Alors oui, pour l'instant, Radio-Québec et aussi toutes les manifestations, c'est-à-dire que je suis à la fois animateur de Radio-Québec, mais je participe aussi à un mouvement, ou bien plutôt je devrais dire, j'ai participé à un mouvement de manifestation cet été parce qu'on va se retirer là, puis on va se recentrer vers l'information. Alors, c'est ça pour l'instant. Radio-Québec, c'est devenu ma vie. En toute honnêteté, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose que ça. J'aurais aimé continuer mon doctorat, mais pour l'instant, c'est pas possible. Alors, on est pris par les événements. Je me fais porter par le courant. Dernière question, j'ai deux dernières questions. Là, c'est une question répercussion dans le vrai monde. Alors, là, il y a, bon, les mesures de sécurité reviennent.
on dit qu'il y a une deuxième vague. Puis là, il y a le maire Lebaume qui a été pas mal vocal avec tout ça, Radio X, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé avec Radio X? Je pense qu'on a tenté de faire taire la seule source d'information officielle alternative sur le COVID au Québec. C'est quand même scandaleux, c'est-à-dire qu'on est devenu comme en URSS dans les années 80-70, c'est-à-dire qu'on ne tolère même pas une seule station de radio dissidente. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'on veut avoir un message unique pour les Québécois, que tout le monde, que tous les journalistes, que tous les penseurs et chroniqueurs disent et répètent exactement la même chose. Et que ceux qui se sont, dressés, qui ont dit qu'ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec la version gouvernementale, se sont fait faire une opération de sabordage. On a tenté de les faire taire. Je pense que cette opération sur Radio X a été planifiée par le gouvernement. Je veux dire, ils leur ont tendu un appât avec ses publicités et la suite des choses était planifiée. Mais c'est déplorable. Je pense que c'est une atteinte à la diversité d'opinion et à la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, je veux dire juste un monde tranquille. Je souhaite un monde où chaque être humain a la possibilité de s'émanciper en fonction de sa personnalité, ses désirs. Donc, un monde avec un peu plus de liberté. Il y a énormément de pression présentement. Là, tout le monde se sent comme un nuage noir au-dessus de leur vie. J'aimerais que ce nuage noir-là se dissipe. Évidemment, ça va passer par la fin des conflits partout dans le monde, donc la paix dans le monde. Et ce qui est particulier avec Donald Trump, c'est que c'est le premier président qui n'a pas engagé aucun conflit, là, il n'a envahi aucun pays, alors que tous les présidents mènent des opérations de déstabilisation, d'invasion, etc. Trump, lui, a fait exactement le contraire. C'est pour ça qu'il y a 4 nominations pour le prix Nobel de la paix 2021, parce que c'est le contraire qu'il fait. Il signe des ententes de paix. Donc la paix dans le monde, la paix sociale ici, moins de mesures de contrôle social, parce que c'est ça qu'on voit se profiler, c'est avec l'identité numérique, etc., un monde de contrôle social. Donc, je souhaiterais éviter un scénario à la 1984 ou à la meilleure des mondes, un scénario où est-ce que les gens sont plus libres de réaliser leur potentiel, avec de l'énergie libre, par exemple. Vraiment, dernière question. Puis là, évidemment, il faut que je te le demande, là, mais tu sais, là, en parlant de Lebaume, après son annonce, il a évidemment reçu des menaces. Puis là, tu t'es pointé du doigt. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Nous aussi, on reçoit des menaces. On reçoit des menaces. Il y a 3 menaces. Menace des gens qui menaçaient de nous lyncher, de nous faire griller avec la 5G. Puis il y a aussi un avocat qui a fait des vidéos en ligne où est-ce qu'on menace les leaders de la résistance, de conséquences physiques. Tout le monde en reçoit des menaces, on reçoit des insultes, on reçoit des menaces. C'est comme ça sur Internet des deux côtés. Pensez simplement à Mario Dumont qui a demandé aux gens de couper les liens avec les membres de leur famille qui ne pensaient pas comme le narratif officiel sur la COVID. Martineau qui a dit « vous allez avoir du sang sur les mains ». Il y a eu une enflure verbale du côté des médias. Tu sais, quand on essaie toujours de faire passer Donald Trump pour pratiquement l'antéchrist, et là, il y a des gens qui posent un geste, comme Mme Lapierre qui a envoyé une lettre empoisonnée à Donald Trump. C'est-à-dire que du côté des médias, il y a énormément de comment je pourrais dire, d'incitation à... C'est presque de l'incitation à la haine. Tu sais, quand on dit que les gens vont avoir du sang sur les mains, ceux qui sortent, qui ne respectent pas le confinement, bon. Et là, tu sors, et là, imaginez les gens qui lisent Martineau, qui te regardent là, dans la rue parce que tu es sorti. Ouais. Donc, ça va des deux côtés, c'est la nature humaine. Moi, évidemment, on ne tiendra jamais ces gens-là, les journalistes qui ont incité à la violence, à la rupture avec la famille, les gens qui voulaient nous envoyer à Gagnon, le Mario Dumont, Gagnonville, ils voulaient nous envoyer dans le goulag. On les tiendra jamais responsables des conséquences de leurs propos dans la population. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on fait l'inverse avec nous, c'est-à-dire que alors que nous autres, on a appelé à une action pacifique, à un mouvement exemplaire, etc., on nous tient paradoxalement comme responsables de la violence. Alors il y a comme un double standard ici qui est tout à fait inacceptable. C'est une bonne réponse, ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? Parce que là, on est overtime. Je me suis mal exprimé sur Epstein et les réseaux pédocriminels, mais bon.
Et il y a un truc que tu peux rajouter sur l'histoire de Radio X, parce que c'est assez important. Ce qui est, nous, on est français, on sait, c'est le fait qu'aucun média n'ait été solidaire de Radio X. C'est hyper grave. Parce que quand tu attaques un média comme ils ont attaqué Radio X, tous les médias auraient dû se lever, parce que c'est une attaque frontale à la démocratie. Attaquer un média indépendant, c'est une attaque frontale à la démocratie. Oui, mais Radio X, c'est pas la première fois qu'ils sont dans le trouble avec des propos, mais en tout cas, encore une fois... Oui, mais le fait qu'un gouvernement attaque une radio, un média, moi je suis chroniqueur sur Radio X, donc je travaille avec Jeff, je fais des chroniques avec Jeff Fillon. Je peux t'assurer que c'est d'abord ce qui a été dénoncé, c'est faux. Il y a un communiqué de presse qui est sorti d'ailleurs ce matin du Radio X où ils ont publié tout ce qui a été publié par la santé publique, a été diffusé. Ils ont tout sorti. Ils se réservent même le droit d'attaquer en justice pour la diffamation qui a été faite. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les médias, tous les autres médias, que ce soit Radio-Canada, que ce soit n'importe qui, tous les médias auraient dû se lever contre le fait qu'un gouvernement... C'est les humoristes qui ont défendu Mike Ward. Moi, ça c'est quelque chose qui est pour moi, c'est même plus, je te dis honnêtement, c'est même plus choquant à mes yeux le comportement des médias, des autres médias, que l'attaque même contre Radio X. Parce que Radio X, tu peux pas. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué. C'est les gens qui attaquent Radio X n'ont aucun élément où tu comprends bien que si ce qu'ils reprochent à Radio X était vrai, sur les réseaux sociaux, ce serait sorti en une seconde en disant, vous voyez, vous avez dit, faut pas porter. Ils ont accusé Radio X d'inciter les gens à pas porter le masque. Est-ce que tu as entendu un podcast qui dit ça? Personne, ni Jeff Fillon, ni Moret, ni Gravel, personne. Est-ce qu'ils ont donné, ils accusent par exemple d'avoir interviewé Alexis. Est-ce qu'Alexis, dans les 15 minutes où il est passé à l'antenne, il a dit une seule chose qui n'est pas vraie? Non? Je veux que tu me dises, juste en trois phrases, comment tu vois Donald Trump avec le coronavirus? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Avec le coronavirus? Avec Donald Trump qui a eu le coronavirus de ce matin, l'annonce qu'il y a le coronavirus. Ben là, ça vient juste d'arriver, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de digérer la nouvelle, mais est-ce qu'il pourrait sortir avec un traitement? Est-ce qu'il pourrait s'en sortir avec un traitement? Le traitement que lui voudrait proposer à la population avant l'élection pour faire diminuer la peur de sortir voter, est-ce que ça pourrait être une stratégie comme ça? Peut-être. Tu veux juste dire ma perception de Donald Trump à le coronavirus, juste pour répéter ma question? Ok, ben, au sujet de cette nouvelle que Donald Trump a attrapé le coronavirus, ben, ça pourrait être une façon de se faire traiter avec un médicament qu'il pourrait étendre au reste de la population par la suite afin de permettre aux gens de sortir sans la peur du virus, aller voter finalement en personne. Afin d'éviter cette histoire de vote par la poste où est-ce qu'on envoie le ballot harvesting, etc. Donc, ça pourrait être une façon de sortir un traitement à la population. Une bonne stratégie. Merci. Merci beaucoup.